Donc, bonjour, bienvenue. Merci de vous joindre à nous dans votre heure de lunch pour parler de proche aidance, mais plus particulièrement de la réalité des parents d'enfants à besoins de soutien particulier. Donc, je me présente, je m'appelle Maude Vigimeilleur et je suis chargée de projet en conciliation proche aidance travail chez Concilivie. Avant de débuter concrètement, quelques rappels là, sur le fonctionnement. Donc, en ce moment, on est en mode webinaire. Donc, vos caméras sont fermées. On ne peut pas vous voir, on ne peut pas vous entendre. Il y aura une période de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, entre-temps, je vous invite à poser vos questions dans le module Q&A ou Q&A en bas de votre écran. Et on va pouvoir tout couvrir à la fin. Ça va être plus facile. Le webinaire va être enregistré pour avoir un accès à la rediffusion. Puis aussi, tous les outils, les liens, les choses intéressantes qui vont être mentionnées aujourd'hui vont vous être envoyés dans un courriel post-webinaire pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, on entre concrètement dans le sujet. Donc, je vous présente notre invitée que j'ai la chance de recevoir aujourd'hui, donc Marie-Claude Gélineau, qui est conseillère en transfert de connaissances à l'Observatoire des tout-petits. Donc, la mission de l'Observatoire, c'est de diffuser les connaissances sur les enjeux qui menacent le développement des tout-petits afin que les décideurs prennent des décisions éclairées. Et le pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est que l'Observatoire a publié en 2023 un rapport sur les tout-petits ayant des besoins de soutien particuliers pour faire état des défis des défis rencontrés et des leviers collectifs pour agir. Donc, bonjour Marie-Claude. Bonjour. Bienvenue. Donc, avant de lui céder la parole pour qu'elle puisse nous en parler plus concrètement, je vais voir avec vous notre ordre du jour. Donc, je vais vous parler un peu du Réseau pour un Québec famille et de notre initiative Concilivie. Je vais vous parler aussi du projet qu'on porte en conciliation proche aidance travail. Ensuite, on va enchaîner avec qui sont les enfants à besoin de soutien particulier. On verra ensuite les enjeux et les conséquences qui sont vécues par ces parents-là et leur réalité de conciliation famille-travail. On va aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'employeur, comment on peut soutenir les parents. Et je vous parlerai de notre projet d'accompagnement gratuit en guise de conclusion. Donc, le Réseau pour un Québec famille, c'est un organisme à but non lucratif qui regroupe des organismes nationaux soucieux de la situation des familles québécoises. Donc, on a des membres dans le secteur communautaire, municipal, de l'éducation et de la santé et des services sociaux. Et notre mission, ça consiste à favoriser et à contribuer à l'implantation d'innovations, d'actions et de politiques collectives ou organisationnelles pour promouvoir le bien-être et la qualité de vie des familles. On fait ça en collaboration, bien sûr, avec nos membres et nos partenaires. Le Réseau pour un Québec famille, c'est aussi l'organisme derrière la Semaine québécoise des familles, donc qui se célèbre en mai et en mai prochain, en 2025, on sera à la 30e édition. Maintenant, pour l'initiative Concilivie, c'est une initiative qui est portée par le réseau depuis 2019. C'est suite aux recommandations qui ont été faites au sommet de la famille en 2018 qu'on a décidé de se pencher et d'investir sur ce dossier-là pour encourager les employeurs, le monde des affaires à faire des transformations durables en matière de conciliation pour bien profiter aux familles. Pour vous situer un peu dans les stratégies qu'on porte chez Concilivie et au réseau, en fait, on a 4 stratégies principales, donc la gestion et le transfert de connaissances, le soutien au changement de pratique, la mobilisation et le partenariat, et finalement, on fait du plaidoyer et de l'avis conseil. Donc, pour vous donner quelques exemples, on réalise des sondages annuels auprès d'employeurs et d'employés. Je vais vous en parler d'ailleurs tantôt un peu plus tard dans la présentation. On propose aussi une démarche de conciliation famille-travail qui permet d'obtenir le sceau de reconnaissance Concilivie. Donc, depuis 2019, c'est 220 organisations qui ont été accompagnées. On fait de la formation aussi pour les gestionnaires et les employés.
On a des comités de travail nationaux sur les différents projets qu'on porte. On fait des webinaires comme aujourd'hui, des conférences. On a aussi une infolette. Maintenant, pour vous introduire à notre projet en conciliation proche aidance-travail, il faut savoir qu'au Québec, on s'est doté d'une loi pour reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes. Et cette loi-là engage le gouvernement dans un certain nombre d'obligations légales. Donc, il y a eu, par exemple, l'adoption d'une politique nationale pour les personnes proches aidantes et on est en train de réaliser un plan d'action gouvernementale. On est dans celui là, de 2021 et 2026, mais il faut savoir qu'il y a un engagement du gouvernement à renouveler ce plan d'action-là. Donc, nous, chez Concilivie, on est porteurs de la mesure 53, on est sous la responsabilité financée par le ministère de la Famille. Et ce qu'on veut avec ce projet-là, c'est vraiment favoriser l'embauche et le maintien en emploi des personnes proches aidantes en identifiant et en expérimentant des pratiques organisationnelles de conciliation famille-travail qui sont plus inclusives des responsabilités de proche aidance. Donc, c'est vraiment un projet de recherche-action qui se déploie en 3 grands volets. Donc, on a la collecte de données d'information. Je vous parlais des sondages tantôt. On en a fait auprès d'employés proches aidants et d'employeurs sur le sujet. On a aussi un volet d'accompagnement. Donc, depuis l'année passée, on a réalisé 9 projets pilotes auprès d'organisations pour expérimenter et identifier les pratiques qui sont prometteuses, donc faire du transfert de connaissances, soutenir le changement de pratique. Et je vais vous en dire plus un peu tantôt, mais en ce moment, on est en recrutement pour une cohorte d'accompagnement officielle pour l'automne 2024. Et on a aussi un volet qui vise à produire du contenu, donc encore là, des webinaires, des infographies et des outils là, pour encore une fois soutenir le transfert de connaissances. Donc, je vous parlerai un peu du projet d'accompagnement, comme je vous disais tantôt. Mais maintenant, avant de céder la parole à Marie-Claire, on voulait vous présenter une courte vidéo pour vous introduire le sujet de manière un petit peu plus concrète, un peu plus humaine. Et cette vidéo met en lumière la réalité de la famille Toussaint. Alors, sans plus tarder, découvrons leur histoire ensemble. On dit souvent que c'est un parcours de combattant, mais ça l'est autant pour l'enfant que pour le parent. Des fois, on n'a pas cette énergie-là. C'est là que ça devient difficile. Mon nom est Naomi, maman de 3 jeunes enfants, dont certains ont un besoin particulier. Il y a Noah, le plus vieux, 7 ans, Ethan, qui a une trisomie 21, et la petite Elsa de 3 ans, avec des défis langagiers. Ma recherche en service de garde avec un enfant à besoin particulier a été difficile. Je pensais pas qu'on pouvait se faire fermer la porte à la petite enfance, dès la petite enfance en garderie. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'était d'avoir le soutien de Je me fais une place en garderie, un organisme qui soutient l'inclusion des enfants à besoins particuliers dans les milieux de garde. Ensuite, on a déménagé à Saint-Lin. C'était plus difficile. Il fallait trouver une place, puis il fallait trouver quelque part qui acceptait aussi les besoins particuliers, ce qui n'a pas été le cas pour Ethan. Donc, j'ai dû arrêter de travailler pendant 2 ans. Ma dernière, Elsa, elle a 3 ans. Elle est dans un CPE. Elle a un défi langagier, donc elle a la difficulté à se faire comprendre. Elle ne peut pas faire des demandes claires. Il faut vraiment qu'on devine ce qu'elle veut. Avec la garderie, on travaille en étroite collaboration. On fait beaucoup d'essais-erreurs, en fait, parce qu'on ne sait pas, en fait, comment l'encadrer. On essaie tant bien que mal là, de combler tous ses besoins. On a des outils pour l'aider, on a des pictogrammes, on a des jeux adaptés pour elle, mais c'est sûr qu'on va avoir encore plus besoin là, de soutien. Son pédiatre soupçonne un trouble du spectre de l'autisme.
dont le diagnostic ne peut pas être posé sans l'accord de tous les professionnels. Donc, on est en attente. Malheureusement, ça fait qu'on peut pas recevoir ou bénéficier des services nécessaires pour l'accompagner. Fait que ça fait 2 diagnostics différents, 2 enfants différents, 2 adaptations différentes. Mon quotidien est toujours chargé. Des fois, les gens me disent « Mais t'es à la maison, tu fais rien. » Moi, ça me fait toujours rire parce que je me dis je fais beaucoup plus le fait que je reste à la maison parce qu'ils sont jeunes, fait qu'il faut faire tout. Puis mon travail, c'est pas juste prendre soin de mes enfants à la maison, mais je fais beaucoup de suivi d'appels. Elle s'est rendue où dans la liste d'attente? Étant, il y avait tel rendez-vous, pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas appelés? Je dois remplir des documents pour qu'ils puissent se parler entre eux. Je dois m'assurer que les professionnels entre eux reçoivent les documents. Ça brûle beaucoup plus mon énergie à faire ces suivis-là, en fait, que juste prendre soin de l'enfant. Il faut se battre contre le système et avec le système, parce qu'on a besoin du système. Fait qu'il faut faire les deux. Ce que j'aimerais en tant que maman, c'est d'avoir une accessibilité plus fluide, en fait, aux services. Parce qu'ils sont disponibles, mais ils ne sont pas nécessairement accessibles facilement. On dit souvent que c'est Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je te cède la parole maintenant, Marie-Claude, pour que tu puisses nous en dire plus. Merci beaucoup, Maude. Ah, vraiment, la maman s'appelle Naomi, c'est une femme de lumière. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, comme disait Maud tout à l'heure, ce sont des extraits du rapport que nous avons publié en 2023. Nous, on s'intéresse aux tout petits, donc aux 0,5 ans. Alors, c'est principalement à cette clientèle-là dont je vais parler aujourd'hui. Donc, qui sont les tout petits ayant besoin de soutien particulier? Là, ça semble un terme assez générique, là, mais quand on a démarré les travaux pour notre rapport, la première question que les gens nous posaient, c'était mais de qui vous allez parler? Est-ce que vous allez parler des enfants autistes? Est-ce que vous allez parler de ceux qui ont un handicap? Et c'est là qu'on a constaté qu'effectivement, ces tout petits pouvaient être désignés de différentes façons selon les organisations. Alors, juste à titre d'exemple, là, comme ça, là, quand on est dans le réseau de la santé, on parle plus en fonction d'un diagnostic. L'Office des personnes handicapées parle d'incapacité. D'autres organisations vont vraiment parler d'handicap. Donc, il n'y avait pas de terme qui englobe toutes ces réalités-là. Alors, on a réuni des chercheurs des organisations qui travaillent avec des tout-petits. Et puis, on a déterminé une définition et c'est celle-là que j'adopte aujourd'hui dans le cadre de la rencontre. Donc, les tout-petits qui ont besoin de soutien particulier sont des enfants qui présentent une difficulté dans leur développement, qu'elle soit diagnostiquée ou non. Tantôt, là, Naomi l'a abordé un petit peu, je vais en dire plus tantôt. Donc, soit une difficulté dans leur développement ou une incapacité qui exige un soutien ou une intervention supplémentaire. Ça veut dire que ça peut être des enfants qui pourraient avoir une surdité, des enfants qui ont un TDAH, qui ont des troubles de langage, de motricité, de comportement, des problèmes de santé chroniques, des problèmes cardiaques ou la fibrose kystique. Pour vous donner une idée, mettons un enfant asthmatique ne serait pas un enfant à besoin de soutien particulier parce qu'il n'y a pas besoin d'intervention supplémentaire, là, outre probablement prendre sa médication. On parle vraiment, c'est l'enjeu du soutien ou d'intervention supplémentaire pour assurer le développement de son plein potentiel. Donc, le terme « enfant ayant besoin de soutien particulier », ça couvre beaucoup de réalités différentes. Mais malgré ça, malgré les réalités différentes, tout le monde vit à peu près les mêmes enjeux. Puis évidemment, je vous invite à voir tout ça dans une perspective de conciliation travail-famille. Je pense que Naomi a planté toutes les petites graines qu'il fallait dans la vidéo. Premièrement, la complexité du réseau de la santé et des services sociaux. Dans toutes les recherches qui ont interrogé des parents, on retrouve presque tout le temps la même expression, un parcours du combattant.
Il y a eu la création des CIUS, qui sont des mégastructures. Fait qu'il y a des CLSC là-dedans, il y a des centres de réadaptation. On dit appeler au CIUS, mais c'est où appeler au CIUS? Alors, ça complique vraiment la coordination et la communication. Même les intervenants dans un même CIUS ne savent pas toujours où, à quel endroit référer les parents. Parce que c'est des grosses structures et il y a souvent des changements. Certains parents vont vivre ce qu'on appelle l'effet ping-pong, c'est-à-dire ils sont transférés d'un endroit à l'autre pour parfois revenir au point de départ. Et je pense que le témoignage à l'écran illustre assez bien la situation, c'est-à-dire on peut commencer la démarche avec, par exemple, dans ce cas-ci, on voit un ergothérapeute, elle dit, OK, moi j'avais 5 sessions avec vous, nos 5 sessions sont terminées. Maintenant, il faudra aller voir l'orthophoniste. Ah, OK, l'orthophoniste. OK, puis j'appelle où pour l'orthophoniste? Les parents n'ont pas toujours les informations sur les prochaines étapes, sur qui doivent appeler, même où ils doivent aller. Alors, je pense que le témoignage illustre quand même le désarroi des familles par rapport à ça. Naomi, tantôt, parlait de la difficulté pour elle d'obtenir un diagnostic parce que pour obtenir des services spécialisés ou même un soutien financier pour aider le service de garde à accueillir un tout petit qui aurait des besoins spécifiques, ça prend un diagnostic. Mais le diagnostic, Naomi disait, entre autres, quand l'enfant est jeune, comme pour l'autisme ou le TDAH, les intervenants sont très prudents dans l'établissement du diagnostic à cause du jeune âge de l'enfant. Parfois aussi, les délais peuvent être causés parce qu'il faut avoir une référence du médecin de famille pour aller rencontrer le spécialiste. Si on n'a pas de médecin de famille, ce n'est pas dit qu'à un sans rendez-vous, on va pouvoir avoir une référence que le professionnel de la santé va se sentir à l'aise de référer. Donc, pour beaucoup, c'est vraiment quand même un fardeau, cet enjeu-là d'aller chercher le diagnostic. Évidemment, les délais d'attente, je pense que c'est assez connu. Et le chemin des tout-petits dans le réseau de la santé, c'est plusieurs étapes. Et dans certains cas, les enfants doivent être inscrits sur une nouvelle liste d'attente à chaque fois qu'ils franchissent une nouvelle étape. Ça veut dire que, mettons, l'enfant a eu son dépistage. Là, après ça, il va être dirigé sur une autre liste pour recevoir son diagnostic. Et après ça, il va se retrouver sur une nouvelle liste pour recevoir des services spécialisés, ce qui fait que les délais s'accumulent à chaque fois. Et on sait, là, en 2021, c'était un enfant sur 5 qui ne recevait pas les services spécialisés pour les programmes en déficience physique ou en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. Ce qui fait que pendant ce temps-là, les enfants n'ont pas le soutien auquel ils auraient droit et qui est essentiel parce que la période du 0-5 ans en termes de développement, c'est vraiment une période cruciale. Et ça met une très forte pression, puis ça génère un sentiment d'impuissance, beaucoup chez les parents. Enfin, on a parlé du réseau de la santé, mais il y a aussi l'accès à un service de garde, qui est un enjeu pour toutes les familles, mais qui est un enjeu encore plus grand pour les familles qui ont un enfant qui a un besoin de soutien particulier. Le taux de placement est plus bas pour ces familles et une fois qu'ils ont trouvé un service de garde, ça ne signifie pas que celui-ci répond aux besoins de l'enfant et de sa famille. Si on regarde les deux témoignages, dans le premier cas, la maman doit se présenter à tous les midis pour aller nourrir elle-même son enfant parce que le service de garde n'a pas le matériel, la chaise adaptée pour pouvoir le nourrir adéquatement. Et dans l'autre cas, effectivement, il y a un service de garde qui peut s'occuper de la petite poupounette. Ça ne convient pas aux besoins réels de l'enfant. Elle n'est probablement pas stimulée, mais la maman a besoin de travailler, ce qui fait qu'elle doit se contenter de ça, mais ça illustre que ce n'est pas parce qu'on a trouvé un service de garde que le parent a la paix de l'esprit. Il y a tout, Naomi parlait tantôt de les formulaires à compléter. Il y a certains formulaires qui ont 17 pages, qui demandent des rapports de différents professionnels. Alors, on dit vraiment dans la littérature là, que compléter les demandes de financement, ça exige des connaissances, la volonté, des habiletés, du temps.
et de la disponibilité des professionnels aussi, parce qu'on on doit courir après des rendez-vous pour obtenir les rapports dont on a besoin. Et parfois aussi, les parents se retrouvent dans des situations qui semblent sans issue, comme dans le témoignage ou dans le cas des enfants qui ont des besoins de soutien plus grands, le service de garde peut obtenir un soutien financier. Pour faire la demande, pour obtenir ce soutien financier-là, l'enfant doit déjà fréquenter le service de garde. Mais le service de garde ne peut pas l'accueillir parce qu'il n'y a pas les ressources nécessaires. On se retrouve un peu coincé. Certains services de garde vont dire oui, on va l'accueillir, puis on va engager quand même une ressource supplémentaire pour quelques mois, puis on avisera quand le financement arrivera, mais ce n'est pas tous les services de garde qui peuvent se permettre ça. Enfin, deux derniers enjeux, puis Naomi en parlait aussi, c'est la responsabilité de faire le lien et de coordonner les services. Dans son parcours, le tout petit va fréquenter différents milieux, hein. Il va être en service de garde, mais en même temps aussi, il va être vu dans le réseau de la santé ou un petit peu plus tard, il va être à l'école, mais toujours suivi dans le réseau de la santé. Et les mécanismes pour faire en sorte que l'information circule entre ces milieux-là sont souvent mal définis et inexistants. Et c'est le parent qui fait l'intermédiaire, qui assure qu'il n'y a rien qui tombe entre deux chaises. Finalement, il y a l'entrée à l'école. Le passage à l'école, ça représente une étape déterminante dans la vie d'un enfant. Et la littérature nous dit que si elle est vécue de façon harmonieuse, ça va servir d'assise pour toutes les transitions futures. Et c'est même un gage de réussite éducative. Et la planification de la transition scolaire, c'est important pour tous les enfants, mais ça l'est encore plus pour les enfants qui ont des besoins de soutien particuliers parce qu'ils sont plus vulnérables aux défis que pose cette transition-là. Malheureusement, souvent les parents, ils ont l'impression de repartir d'une page blanche parce qu'on se ramène à la responsabilité de faire le lien et de coordonner les services, même si le service de garde éducatif à l'enfance avait toute la connaissance du tout-petit. Souvent, cette connaissance-là ne se transfère pas à l'école. C'est la faute de personne, mais c'est la faute, en quelque sorte, d'un système qui fait en sorte que parfois même les parents connaissent le nom du professeur la veille de l'entrée à l'école. Alors, on n'a pas le temps de planifier, de faire des rencontres, de permettre que toutes les connaissances que le service de garde a acquis au fil des années puissent être transmises à l'école. Et je dirais que la situation actuelle est d'autant plus préoccupante que intervenir précocement, ça peut influencer de façon significative la vie des enfants qui ont des difficultés de développement. Parce que ça peut intervenir précocement, va permettre de prévenir l'apparition de difficultés plus importantes. Par exemple, si on pense à un enfant qui aura un trouble de langage, qui n'a pas reçu de service avant son entrée à la maternelle, qui n'a pas pu consulter en orthophonie, bien, c'est sûr qu'il va être plus à risque de manifester des problèmes de comportement, de rendement social, de rendement scolaire, d'adaptation sociale, parce que le développement du langage, c'est primordial pour acquérir les habiletés sociales et pour l'apprentissage. Donc, ne pas avoir accès aux services qui permettent d'agir tôt, dans le cas des tout-petits, ça peut amplifier les difficultés des enfants. Alors, je pense que ça illustre de façon un petit peu plus large la réalité de Naomi. D'ailleurs, on la voyait avec son cahier de suivi hein, pour lui permettre de suivre les rendez-vous puis tout ce qui se passe avec ses tout-petits. Maintenant, c'est quoi les répercussions de ces enjeux-là sur la situation des parents? Bien, d'abord, c'est sûr que leur santé physique et mentale peut être compromise. Les parents qui ont un enfant avec D'ailleurs, si on compare les parents qui ont un enfant avec un problème de santé ou de développement avec les parents qui ont des enfants sans problème de santé, je m'excuse pour le soleil, là, je ne sais plus où me mettre. Donc, parmi ceux qui ont des enfants ayant besoin de soutien particulier, c'est 18,9 qui considèrent leur état de santé comme étant mauvais ou moyen, alors que c'est 10 à peu près pour les parents qui ont des enfants sans besoin de soutien particulier. Et la différence vraiment entre les deux, là, ça se situe
vraiment au niveau du stress ressenti et de l'intensité du stress. Puis quand on se ramène aux enjeux qui ont été présentés, tu sais, quand on attend après un appel pour finalement avoir un rendez-vous avec une orthophoniste, puis qu'on voit notre tout petit qui a ces difficultés-là, puis qu'on attend pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, on comprend la détérioration de la santé physique et mentale. D'ailleurs, les parents d'enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental, comme un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, sont les parents qui sont le plus à risque de développer des problèmes de santé mentale. C'est 30 à 50 d'entre eux qui présentent des signes d'un trouble de santé mentale. Ça veut dire de l'épuisement, de l'anxiété, des symptômes de dépression. C'est vraiment la différence, là, ce qui joue beaucoup sur la santé mentale et physique des parents, c'est vraiment les périodes d'attente qui deviennent une source de détresse pour les parents. Puis il y a peu de services pour les parents. Il y a beaucoup d'obstacles à franchir, mais il y a peu de services qui tiennent compte de leurs besoins psychologiques. Il y a des services de répit, bien sûr, mais ils sont dispendieux, ils ne sont pas toujours disponibles. Puis si on ajoute à ça là, les multiples rôles que doivent jouer les parents, on comprend la détérioration de la santé mentale. Il y a aussi, ah oui, bon, ben ça nous je pense que le témoignage illustre bien, j'aime bien le principe que le parent dit, c'est clairement une PME qu'on gère avec tous les rendez-vous à droite, à gauche, puis il y a comme une troisième vie en parallèle. Et ça, c'est intéressant. Il y a comme la vie, euh, il y a notre vie personnelle de parent, là, il y a la vie de travailleur, puis à côté, il y a la vie de coordonnateur, gestionnaire, plaidoyeur pour faire valoir les droits de ses enfants. Euh, c'est tout un défi qui ne connaît pas de répit, je dirais. Il y a aussi les enjeux au niveau de la situation financière des parents, parce que, bon, c'est sûr qu'il peut y avoir des dépenses supplémentaires générées par les besoins du tout petit, mais ce n'est pas nécessairement là qui est le plus gros de l'impact financier. Et si on regarde la différence entre des parents qui ont des enfants avec des grands besoins versus des parents avec des enfants dont les besoins sont moins grands, c'est 30,4 des familles qui ont des problèmes financiers quand leurs enfants ont des grands besoins versus 8,6. C'est quand même une grosse différence entre les deux. Et un des enjeux qui touche beaucoup sur l'aspect financier, c'est le recours au privé parce que il y a les parents sont inquiets des délais d'attente et des difficultés d'accès dans le réseau. Fait qu'ils se tournent vers le public pour obtenir des services et ils ne le font pas nécessairement parce qu'ils en ont les moyens. Ils le font parce qu'ils sont très inquiets et ils veulent le mieux pour leur enfant. Fait qu'évidemment, ça a des répercussions sur leur situation financière. Fait que si on regarde pour avoir une allocation, pour que le service de garde là, puisse accueillir le tout petit, ça prend des formulaires puis un rapport. Alors, il y a 40 des parents qui vont aller chercher ces rapports-là au privé parce qu'ils ne peuvent pas les avoir au public. Et quand ils arrivent à l'école, là, ils devraient aussi avoir des services normalement pour les élèves qui ont des besoins de soutien particuliers qui ne sont pas toujours présents. Et là, c'est 42 des enfants, des parents en milieu scolaire qui vont recourir au privé. Et là, il faut penser que les parents qui vraiment sont dans déjà une situation financière très serrée, très précaire, vivent une double iniquité. Non seulement ils n'ont pas accès aux services publics auxquels ils auraient droit, mais en plus, ils ne peuvent pas non plus s'offrir des services au privé. Puis quand je parlais tantôt de la coordination qui revient aux parents, bien, la coordination entre les professionnels en milieu privé et les services de garde ou l'école, c'est vraiment plus compliqué aussi. Et juste à titre indicatif, pour vous donner une idée, une évaluation en orthophonie, ça peut coûter entre 500 et 1 000 rencontrer un neuropsychologue entre 1 800 et 3 000 et les rencontres de suivi, par exemple, si on veut faire suivre notre enfant en orthophonie ou avec une ergothérapeute, c'est entre 120 et 140 dollars de l'heure. Donc, ça a vraiment un impact réel. Un autre enjeu qui touche, j'achève Maude, qui touche la situation financière des parents, c'est leur capacité à travailler.
Donc, la décision de ne pas travailler à l'extérieur en raison des absences qui sont associées à la condition de l'enfant, au rendez-vous, aux démarches qu'il faut faire, ça complique définitivement la conciliation famille-travail. Donc, si on compare des parents qui ont des tout-petits avec besoins particuliers sans les tout-petits avec besoins particuliers, il y en a 1 sur 4 qui travaillent à temps partiel versus 1 sur 5 pour les enfants sans besoins particuliers. Puis ceux qui sont restés à la maison par choix, bon, par choix, c'est un bien grand mot, là, c'est souvent plus une obligation, c'est 14,6 des parents de tout petits qui ont des besoins de soutien particulier versus 9,8. Ça fait qu'évidemment, la décision qu'il y a un des deux parents qui reste à la maison va bien sûr avoir des impacts sur leur réalité financière. Alors voilà, Maude, j'ai fait un tour rapide. Je te recède la parole. Mais merci beaucoup de nous avoir dépeint cette réalité-là. C'est vraiment pas évident, vraiment pas facile. On n'aura pas de difficulté à comprendre que ça a des impacts sur le travail. Tu en as déjà mentionné, mais c'est pas facile, pas évident. Donc, je vous repartage mon écran pour enchaîner avec la suite. Donc, Marie-Claude s'occupait de nous parler de la réalité familiale des parents d'enfants à besoin de soutien particulier. Moi, de mon côté, j'aimerais vous parler de la réalité de conciliation famille-travail. Je vous disais tantôt qu'on fait des sondages là, auprès d'employés. Donc, je voulais vous parler de notre plus récente édition de sondage qui a été menée sur le web auprès de 3078 travailleurs et travailleuses québécois, parents ou proches aidants. Et aujourd'hui, dans le fond, ce que je vais vous présenter, c'est des analyses qui ont été effectuées sur un échantillon de 749 parents d'enfants à besoin de soutien particulier, donc qui ont déclaré avoir un ou des enfants dans cette situation-là. Si vous êtes intéressé par nos sondages, je vous invite à aller consulter le rapport global qui fait état de la situation de tous les parents et proches aidants sur notre site web. Donc, Marc-Claude, tu nous as parlé tantôt que pour les parents d'enfants à besoin de soutien particulier, il est exposé à davantage de stress et il vivait davantage de conséquences sur le plan de la santé mentale. Nos données montrent quelque chose qui va dans ce sens-là aussi parce que les parents d'enfants ayant des besoins de soutien particuliers sont également plus touchés que les autres parents par les exigences de leur travail sur le plan de la santé mentale. Donc, ce qu'on voit, c'est que 56 d'entre eux qui ont affirmé que ces exigences-là affectaient leur santé mentale comparativement à 48 pour les autres parents. Donc, même au niveau du travail, pour un travail qui peut être égal, ça peut devenir quand même plus lourd étant donné la réalité avec laquelle on doit concilier. Maintenant, si on regarde plus concrètement sur le plan de la conciliation famille-travail, ce que nos données nous indiquent, c'est que c'est 46 qui ont indiqué qu'elle était difficile, cette conciliation-là. Et là, j'attire votre attention sur ce qui apparaît dans le bas de la diapo. Même si on ne parle pas de lien de causalité, c'est intéressant de noter que la proportion est plus élevée chez les parents d'enfants à besoin de soutien particulier qui vont travailler dans des organisations qu'ils considèrent défavorables à la conciliation. Ou encore quand ils vont se dire qu'ils sont mal informés des mesures qui sont offertes par leur employeur. Donc, on parle respectivement de 63 et 60 ce qui est une différence quand même assez importante là, avec le 46 qui était la donnée globale. À l'inverse, on va retrouver une proportion plus faible chez les répondants et les répondantes qui vivent des difficultés, une difficulté plus grande de conciliation, excusez-moi, chez ceux qui travaillent dans des organisations qui sont favorables ou qui sont bien informés. Donc, on parle de 40 donc c'est quand même une proportion plus faible. Et je le répète, comme j'ai dit, ce n'est pas des liens de causalité,
Mais ces résultats-là démontrent quand même bien à quel point ça peut être important de mettre en place une culture qui est favorable vis-à-vis de la conciliation et comment la communication a aussi son importance là, quand on communique par rapport aux mesures qu'on offre de soutien à la conciliation. Maintenant, ben, cette mise en place-là d'une culture qui est favorable, puis le fait d'avoir une communication qui permet de légitimer les responsabilités familiales, incluant celles de proche aidance, incluant donc celles des parents d'enfants à besoins de soutien particuliers, ben, c'est parce que, dans le fond, l'utilisation des mesures, ça peut être craint par les parents. Ce qu'on voit, dans le fond, c'est que c'est 31 qui craignent qu'il y a des impacts négatifs sur leur carrière s'ils demandent des congés à leur employeur ou s'ils demandent des aménagements. Donc, on voit qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau-là pour que ces craintes-là ne soient pas présentes. Aussi, quand on questionne les parents d'enfants à besoin de soutien particulier sur les mesures de conciliation famille-travail, on trouve des résultats qui sont intéressants. C'est 87 qui considèrent important que les mesures soient formalisées, donc il y a une structure qui soit clairement communiquée. C'est quand même important. Puis bon, ça permet, c'est certain que ça peut permettre de diminuer les craintes quand on est bien informé, comme je le disais tantôt. Mais aussi, une autre donnée intéressante, c'est qu'on voit que le soutien en conciliation famille-travail, ça occupe une place importante pour eux parce que c'est 58 qui nous disent qu'ils seraient prêts à changer d'emploi si on leur offrait de meilleures mesures de conciliation famille-travail. Donc, même dans une perspective de rétention, c'est important de se soucier de la conciliation. Maintenant, bon là, depuis tantôt, on a vu beaucoup d'enjeux qui ont été mentionnés depuis le début du webinaire. Ça ne veut pas dire que tout doit reposer sur les épaules de l'employeur. C'est vraiment pas le cas. C'est pas ça non plus que Marie-Claude nous a dépeint comme réalité. Mais en tant qu'employeur, on peut quand même jouer un rôle important pour orienter vers les bonnes ressources de l'écosystème. Les employés, les parents, les proches aidants passent quand même une grande partie de leur temps au travail quand ils continuent de travailler. Donc, l'employeur peut se positionner comme un relayeur d'informations puis de ressources pour faire connaître le soutien qui peut être apporté par les autres acteurs de l'écosystème. Je voulais vous présenter une ressource qu'on a mis en place chez Concilivie, donc un répertoire qui rassemble des regroupements, des réseaux, des associations nationales et des organismes qui œuvrent dans l'ensemble du Québec, qui peut être intéressant de consulter. Puis, ça peut être intéressant aussi pour un employeur de partager ce répertoire-là avec ses employés, avec ses gestionnaires. Des fois, quand il n'y a pas un programme d'aide des employés qui est mis en place, ça peut permettre d'aller un peu plus loin ou même d'entrer, de le combiner avec notre programme d'aide aux employés. Aussi, une belle mesure qui est en lien avec les ressources qu'on peut mettre en place. On a produit un outil de mise en œuvre que vous pourrez consulter là, après le webinaire. C'est de mettre en place une centrale d'information en conciliation famille-travail. Donc, c'est un moyen, en fait, de faire connaître des ressources gratuites qui vont soutenir les responsabilités familiales, donc qui vont aider à la conciliation. Ça peut permettre aussi de favoriser l'entraide dans l'organisation parce que ça peut se décliner de plusieurs façons selon votre réalité organisationnelle. C'est par exemple, on peut mettre en place un bottin de ressources gratuites qui est offert par les organismes, ou on pourrait aussi avoir un babillard de conciliation famille-travail, puis c'est là qu'on va venir favoriser les échanges de services entre les collègues. Ça peut, par exemple, être le gardiennage, le transport des enfants, des recettes. Donc, ça peut être un outil intéressant. C'est sûr que pour profiter pleinement des bienfaits d'une mesure comme ça, c'est pas juste de mettre en place un bottin ou de mettre le babillard sur pied. Encore, il faut faire connaître les ressources. Donc, c'est certain qu'on peut aller un peu plus loin, par exemple, en partageant une ressource par mois dans une réunion d'équipe, où on peut alimenter notre canal de communication avec des ressources puis permettre aux gens de s'exprimer sur le sujet.
Avant de vous parler d'autres pratiques qui peuvent être prometteuses, je voulais céder la parole encore à Marie-Claude pour que tu puisses nous parler, en fait, des ressources qui sont particulièrement pertinentes là, pour les parents d'enfants à besoin de soutien particulier. Oui, il y a différents types de ressources pour mieux soutenir les parents, principalement 4. L'accompagnement pour les démarches administratives. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a des formulaires qui ne sont pas faciles à compléter, l'information n'est pas, elle n'est pas toute au même endroit, donc c'est assez complexe. Il y a aussi des services pour rechercher un service de garde, pour aider à la transition vers l'école et des services de répit aussi. Alors, Maud, tu peux aller à la suivante. Il y a l'étoile de Pachot. Naomi en parlait dans son... Non, elle ne parlait pas de l'étoile de Pachot. Elle parlait de je me fais une place en garderie. Donc, je me fais une place en garderie, c'est vraiment un organisme communautaire. C'est juste à Montréal, puis je vous les donne juste à titre d'exemple, qui aide les parents vraiment à trouver un service de garde qui leur convient, puis à faire en sorte que l'accueil au service de garde se passe de façon harmonieuse. D'ailleurs, il y avait un très bel article de Stéphane Laporte dans la presse cette semaine, dimanche, je crois, sur « Je me fais une place en garderie ». Il y a l'Étoile de Pachot qui soutient les parents. Entre autres, ils aident les parents à remplir la multitude de formulaires. Ils offrent aussi du répit. Tu peux aller à la prochaine, Maude. Et il y a aussi deux plateformes web, une qui porte spécifiquement sur le répit, Portail Répit, qui permet vraiment d'aller chercher par région quel type de répit on veut avoir. Et puis, il y a l'accompagnateur. Ça, c'est une plateforme web là, qui répertorie tous les genres de ressources disponibles selon les besoins, selon l'âge du tout petit, même selon son besoin particulier. Donc, c'est peut-être celui-là, c'est la plateforme web qui est la plus complète peut-être. Alors, c'est juste pour vous donner là, quelques exemples de types de ressources qui peuvent aider les parents. Merci, Marc-Claude. C'est vraiment très aidant là, pour avoir travaillé auprès d'une famille qui avait un enfant lourdement handicapé, utilisait l'étoile de Pachot et tout. C'était vraiment des très, très beaux services, mais je suis certaine que tout ce que tu nous as présenté, c'est super, super pertinent. Mais encore trop peu nombreux, malheureusement. Oui, c'est certain, c'est certain. Au moins, on les fait connaître un peu plus, c'est déjà ça, mais c'est certain qu'on aurait toujours besoin qu'il y en ait encore plus pour nous soutenir là, dans l'écosystème. Donc maintenant, on voulait parler du rôle que l'employeur peut jouer. Donc, je pense que la première étape avant tout, quand on décide de s'investir en conciliation famille-travail, en conciliation proche aidance-travail, c'est vraiment d'évaluer les besoins des employés. C'est ça la clé pour s'assurer de mettre en place des mesures qui vont être en adéquation avec les besoins réels des gens qui travaillent au sein de notre organisation. T'sais, nous, on va souvent nous demander c'est quoi les meilleures mesures, les meilleures pratiques. C'est sûr qu'il va y avoir des mesures qui peuvent être un peu plus aidantes que d'autres, mais ça reste que les meilleures, ça va toujours être celles qui vont vraiment répondre aux besoins des employés et qui vont être respectueuses de votre réalité organisationnelle. En matière de conciliation, on ne peut pas faire du copier-coller. On peut s'inspirer, mais toujours mieux d'évaluer avant les besoins. Ouvrir le dialogue, c'est certain que quand on s'engage là-dedans, il faut s'assurer d'une certaine mobilisation de tout le monde, puis créer un climat de confiance. Donc, en ouvrant le dialogue, ça permet de le faire. Puis, je pense même qu'en parlant des ressources, là, par exemple, si on commence à partager des ressources, ça peut faire en sorte qu'on va commencer un dialogue où les gens vont peut-être avoir envie aussi de s'exprimer, puis ça montre à quel point on veut soutenir les employés. Donc, encore là, un indice d'une culture favorable. On a parlé tantôt, quand je vous présentais les données, de l'importance de formaliser les mesures de conciliation, donc de développer une communication qui permet de légitimer les besoins. C'est super important. Il y a plein de bienfaits, en fait, à ça.
faut pas voir la formalisation comme un processus rigide. C'est vraiment pour rendre plus accessibles les mesures, travailler en transparence, assurer une certaine pérennité au sein de l'organisation pour que les mesures soient pas changeantes au fil des gestionnaires ou des employés qui arrivent et qui quittent. Puis ça permet aussi d'assurer une gestion équitable pour tous les employés de la conciliation. On l'a dit aussi tantôt, mais ça va permettre de légitimer l'utilisation des mesures, puis possiblement réduire les craintes d'avoir un impact négatif sur la carrière, donc de diminuer aussi le stress. Il y a déjà assez de stress avec les responsabilités familiales qu'on essaie d'en avoir le moins par rapport au travail. Et ça permet de faire connaître le champ des possibilités aux employés. On peut penser, si vous accueillez un nouvel employé, il n'y aura pas nécessairement encore tout décodé la culture qui est en place, donc d'avoir des mesures qui sont formelles, inscrites dans une politique, une charte, ça va permettre de donner des indices sur la favorabilité de votre culture, puis aussi aux employés qui ne vivent pas nécessairement une situation difficile en ce moment, de savoir à quoi s'attendre si on va en vivre une, ou à quelqu'un qui en vit une, à savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire si ça devient un petit peu plus intense. Donc, c'est à moi maintenant d'avoir le soleil dans les yeux. Maintenant, quelques pistes de mesures là, rapidement pour couvrir vraiment bien le sujet. Bien, vous ne serez pas étonné de voir ici l'horaire de travail flexible. Hein. C'est une mesure d'aménagement du temps de travail qui va permettre aux employés de pouvoir fixer quotidiennement leurs heures d'entrée et de sortie à l'intérieur d'une certaine fourchette. Ce n'est pas nécessairement possible pour tout le monde, mais des fois, ça peut prendre une tournure plus d'un aménagement temporaire qui peut être envisagé pendant X temps. Il y a aussi la possibilité de réduire la charge de travail. Ça ne va pas permettre de maintenir tout le monde en emploi, mais ça peut être une belle possibilité si quelqu'un veut conserver quand même quelques heures de travail parce qu'il y a quand même des bienfaits à continuer d'évoluer dans le monde du travail. Le télétravail, oui, c'est certain que ça peut aider. C'est surtout aussi d'avoir une organisation du travail et des tâches qui va être cohérente avec l'offre de télétravail que vous allez mettre en place, que les présences aient une valeur ajoutée pour que ça fasse du sens dans la tête des employés. Puis je pense que par rapport à cette mesure-là, il faut aussi garder en tête qu'à certains moments de la vie ou pour certaines situations, le télétravail peut être plus présent. Puis il faut aussi que ça vienne avec une façon d'évaluer la performance ou la contribution des employés qui soit cohérente, bien sûr. Rapidement, je vois le temps qui file. Les congés pour force majeure, ça peut être intéressant pour des situations qui sont imprévisibles, hors du contrôle. Par exemple, les hospitalisations. Ça permet aussi aux gens, aux personnes proches aidantes, aux parents de préserver de préserver les vacances et les autres congés, donc pouvoir avoir les autres congés pour d'autres motifs que des événements plus graves. Les postes à responsabilité partagée, un peu comme la réduction du temps de travail, ça permet le maintien en emploi malgré les exigences d'un poste, donc ça peut être envisagé. L'aide à la logistique familiale, en donner accès à certains services qui seraient coordonnés par l'employeur pour soutenir les responsabilités familiales, le changement de pneus, la consultation de certains professionnels sur les lieux de travail. On a parlé amplement aussi de mettre de l'avant le partage de ressources, mais aussi si on a un programme d'aide aux employés, on peut aussi le mettre de l'avant, le démystifier. Des fois, ces programmes-là sont méconnus de la part des employés. La formation des gestionnaires sur la conciliation famille-travail, la formation aussi des employés. On peut aussi se permettre d'aller donner des formations sur les réalités familiales pour permettre de développer des stratégies, développer l'empathie, mieux comprendre les enjeux. Et finalement, une autre idée, c'est le plan de contingence et un plan de révision de la charge de travail. Ça va permettre en fait de réduire le stress puis les impacts liés à l'imprévisibilité des absences. Pour les personnes proches aidantes, mais aussi pour d'autres employés, ça peut être utile. L'imprévisibilité, c'est souvent difficile pour les organisations. Donc, en se dotant d'un plan de contingence, ça va permettre de prévenir l'épuisement, minimiser aussi les impacts sur les collègues, sur le gestionnaire.
Et par rapport à ça, je vous invite à rester à l'affût parce que dans quelques semaines, on aura un outil pour vous soutenir là-dedans qui va sortir. Maintenant, bon, je vous ai parlé des pratiques organisationnelles qui étaient gagnantes et des mesures. Sachez par contre que chez Concilivie, c'est ça qu'on fait, hein, vous accompagner dans la voie de la conciliation famille-travail. Et là, en ce moment, on a un beau projet d'accompagnement gratuit qui va vous permettre de vous prendre par la main étape par étape. C'est un projet aussi qui va permettre de reconnaître le chemin que vous avez parcouru, de reconnaître les bonnes pratiques que vous allez mettre en place, donc d'obtenir le sceau de reconnaissance Concilivie gratuitement pour une période d'1 an. Donc là, je vous disais tantôt qu'on était en plein recrutement. On est à accompagner une première cohorte cet automne suite à nos projets pilotes. Et il reste seulement 4 places. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter. Vous aurez les informations dans le courriel post-webinaire. On peut se faire une petite rencontre, explorer ensemble les avenues. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. On serait rendu à la période de questions. Je vais arrêter le partage d'écran pour que ce soit plus plaisant. Donc, je vais aller voir dans le chat. J'ai vu des choses circuler qui étaient intéressantes. Donc, ce n'était pas une question, mais je pense que ça vaut la peine de lire le commentaire de Simon. Le diagnostic des spécialistes n'amène pas systématiquement un soutien des paliers provincial et fédéral. L'État peut juger que le handicap n'est pas assez handicapant pour bénéficier des mesures. Également, les parents se sentent effectivement souvent perdus dans le système de la santé et services sociaux, mais le haut roulement de personnel amène aussi des intervenantes tout aussi perdus. C'est un commentaire très, très pertinent hein, qui permet de compléter tes propos, Marie-Claude. Accès à la présentation, oui, on va pouvoir vous donner accès en fait à la rediffusion là, du webinaire. Donc, vous allez voir le contenu projeté. Super. Est-ce qu'il y en avait? Là, j'ai ouvert le chat, mais je m'en vais dans le. Bon, non, il n'y avait rien dans le Q&A encore. Bonjour tout le monde, je me permets de revenir pour la période de questions. Moi, je suis une collègue de mode au réseau pour un Québec Famille. Donc, n'hésitez pas si vous voulez nous partager aussi de vive voix. Si vous connaissez d'autres ressources qui n'ont pas été mentionnées, qui pourraient être utiles aux autres personnes présentes, vous pouvez soit les déposer dans le chat ou même vous pouvez lever la main qu'on pourra vous octroyer le micro si vous voulez en parler de vive voix aussi. Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Donc, n'hésitez pas. Puis, comme mentionné, vous allez recevoir le lien de la rediffusion ainsi que les divers outils qui ont été discutés aujourd'hui, les ressources un peu plus tard. J'essaie de vous envoyer ça d'ici la fin de la semaine. Donc, ça devait être très clair. Vous êtes très éloquentes, mesdames. C'est super intéressant. Ah, un commentaire, je ne sais pas si c'est une question, je peux le lire. Je suis moi-même gestionnaire à temps plein en organisation et maman d'une enfant à besoins particuliers. Ça fait vraiment du bien de voir qu'on s'intéresse au sujet, car on se sent souvent seul à travers ce long processus et cette réalité. Avec raison, comme on disait tantôt. Oui, puis si je peux me permettre, Maude, si le fait aussi juste de parler d'enfants à besoins de soutien particulier en termes de conciliation famille-travail, ça peut aussi ouvrir certains canaux, puis faire en sorte que justement des personnes, Maude le disait, des personnes craignent juste de le dire parce que ça peut avoir un impact. Donc, juste de savoir qu'il y a un autre collègue qui peut vivre la même chose que nous, c'est quand même, c'est le fun de savoir qu'on n'est pas tout seul. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça, ouvrir, ça peut permettre d'ouvrir le dialogue, puis après ça, on se confie. Non, c'est vraiment. On a une question qui est rentrée du côté Q&A. On demande est-ce que vous offrez des outils ou des services en anglais? Peut-être que Maud peut répondre pour nous du côté du réseau de Concilivie. Puis Marie-Claude, si jamais tu veux préciser du côté de l'Observatoire, si exemple le rapport thématique. Oui, Donc, le rapport est disponible en anglais.
je mettrai le lien pour la version française et anglaise dans ce cas. De notre côté, nos services sont actuellement en français, les outils aussi. Les outils le sont, mais par contre, au niveau du sondage qui est fait auprès des employés pour Oui, évaluer les besoins, lui est disponible en 3 langues. Donc, au moins pour parler directement, si vous avez des personnes anglophones dans vos équipes, ils pourront répondre au sondage en anglais, mais du moins notre équipe, les services, les outils sont principalement en français. oui, c'est ça. Les besoins sont évalués dans 3 langues si on fait la démarche là, pour les employés. Par contre, le service d'accompagnement est en français. Parfait. Bon, ben, je vois pas d'autres choses qui rentrent dans le chat, ni dans le Q&A. Donc, attendez, il y en a d'autres qui rentrent. On était trop vite, trop vite. Euh, je voulais, il y a quelqu'un qui mentionne pour le Oui, répertoire de ressources d'organismes, l'appui, tout à fait l'appui oui, pour les prochains aidants. super pertinent pour trouver des organismes dans les régions qui nous concernent. Il y a aussi la ligne d'écoute qui peut être très pertinente, là, qui est offerte à toutes les personnes proches aidantes. Les parents d'enfants en besoin de soutien particulier sont des proches aidants, donc on pourrait utiliser la ligne aussi. Oui, puis l'appui, là, L''APPUI, effectivement, c'est une bonne ressource là, qui a inclus justement la proche aidance face à des enfants ayant besoin de soutien particulier. Oui. Maintenant, Aslan, pour que l'employé puisse faire des demandes, il faut qu'il se reconnaisse comme proche aidant. Est-ce que les parents des 0-5 ans se reconnaissent comme tels? Sinon, que faire pour favoriser cette auto-reconnaissance? Avais-tu quelque chose à répondre, Marc-Claude, avant que je m'exprime? Oui, ben, je comprends très bien parce que on a l'impression qu'on fait notre devoir en tant que parent, là. On n'est pas nécessairement un proche aidant. Euh, je pense que probablement que la façon d'entamer le dialogue et d'en parler en tant qu'employeur peut faire réaliser à l'employé qu'il se trouve dans une situation de proche aidance. Tu es probablement mieux placé, Maude, que moi. Oui, bien, tout à fait. Là, je pense que quand on met en place une politique ou quand on amorce une démarche comme celle que je vous présentais tantôt, c'est important de s'assurer d'avoir une définition inclusive de la proche aidance. C'est ça aussi avec la loi pour reconnaître les personnes proches aidantes. C'est plus large, ça englobe plusieurs réalités. Le but, c'est pas non plus de coller des étiquettes sur les gens, mais comme Aslan le dit, c'est pour qu'on puisse avoir accès aux services. Puis, par expérience, avec l'accompagnement des projets pilotes, ça l'a fait réaliser à beaucoup d'employés qui étaient dans des situations de proche aidance, pas toujours des parents d'enfants à besoin de soutien particulier, mais quand on reconnaît qu'on vit quelque chose, que ça peut être difficile, bien, c'est plus facile après ça de se tourner vers les services, même de se dire, bien, ça serait peut-être normal que j'utilise une mesure. Ma réalité, elle est quand même lourde. Donc, ça l'enlève tout le côté, parce que c'est ça, comme tu as dit, quand on est parent, c'est comme naturel de le faire, mais c'est pas parce que c'est naturel de le faire que c'est pas lourd, que c'est pas demandant, puis qu'on n'a pas besoin d'aller chercher du soutien pour être capable de jouer son rôle. Il y a une autre question qui est rentrée, là, c'est plus par rapport à nos sondages, Maude. Est-ce que les parents d'enfants devenus adultes étaient présents dans l'échantillon? Puis si oui, est-ce que les préoccupations sont similaires à celles des parents d'ados ou des parents de tout petits qui ont des besoins de soutien particuliers? Ben, en fait, pour les parents d'enfants besoin de soutien particulier, c'était des enfants de moins de 18 ans. Par contre, pour les proches aidants, ça pouvait être par exemple, mettons un parent d'enfant besoin de soutien particulier qui se serait identifié comme proche aidant pourrait avoir un enfant majeur et être dans l'échantillon. Par contre, l'échantillon est très petit, donc c'est pas possible de, de vérifier ça. Donc, c'est ça, au niveau de nos sondages, on a là pour la présentation
Monde avait isolé les données pour vraiment les parents, les parents de tout petits qui ont besoin de soutien particulier, mais du moins pour nos données de manière générale, celles qui sont présentes sur notre rapport aussi dans nos infographies, on parle souvent vraiment des peut-être juste proches aidants ou des parents, puis des fois, fait c'est ça, tout dépendant des croisements avec les échantillons, des fois ça devient trop petit que ce soit représentatif de l'ensemble, mais du moins on a de la belle donnée si vous avez besoin d'arguments ou pour sensibiliser vos équipes. Il y a beaucoup à se mettre sous la dent avec tout ça. Est-ce qu'il est disponible, Julie? Oui, OK, tout à fait. Il a été publié à début d'octobre, donc ça, je vais OK, l'envoyer avec les ressources, mais oui, OK. sur notre site web, la page statistique, c'est le premier en haut, Merci. le plus récent. Puis je vais y ajouter d'ailleurs l'infographie qui va être partagée aux participants aujourd'hui. Elle va s'y retrouver sous peu sur la page également, inclus avec à part de nos faits saillants Mhm. généraux du sondage, pour notre Oui, dernier puis si sondage vous voulez employé. oui, tout à fait. Si vous voulez, ben, rester à l'affût, c'est la page web du projet répertorie tout ce qu'on sort par rapport à ça, donc des infographies spéciales, des rapports qui incluent seulement les personnes proches aidantes, des articles, donc tout s'y retrouve si vous voulez avoir plus d'informations. Donc, est-ce qu'il y avait autre chose avant qu'on quitte? Je suis Il y en plus a une qui vient capable. de rentrer. Il y en a une qui vient de rentrer. Est-ce que les employeurs peuvent être partenaires avec les organismes? Ah, Euh, ben, je, je pense que ça dépend vraiment de chacun des organismes, de leur capacité aussi, là. Moi, je pense que tout est possible. oui, puis des fois, ben, c'est pas tous les organismes, mais certaines peuvent venir faire des séances d'information auprès des employés. Ça peut être aussi intéressant, même s'ils n'ont pas nécessairement un service spécifique là, pour les employeurs. Ça peut toujours être intéressant de les contacter. Mhm. Tout à fait. Puis souvent, si on pense par exemple à un organisme communautaire famille, parfois aussi, ils cherchent des partenaires financiers pour des projets si jamais vous voulez, en tant qu'employeur, en tant qu'entreprise, vous associer à un organisme près de votre lieu de travail, par exemple. Ou même, je pense, nous, on a déjà vu dans certains dossiers qui ont été accompagnés dans le cadre du saut qu'on suivi des employeurs qui ont été approchés, par exemple, des CPE pour avoir c'est une mesure spéciale, exemple, priorité au CPE, puis en échange, il y a des employés qui font du bénévolat dans le Mhm. CPE, fait que c'est un bel partenariat d'échange. Ils viennent aider, exemple, pour les heures de repas ou autres, puis en contrepartie, ben, l'entreprise a une priorité pour certaines places en CPE. Fait que ça peut être vite comme ça, c'est ça qui me vient aussi, mais tu sais, si vous jamais vous regardez les entreprises, les organismes, pardon, qui est autour de vous, je suis sûre que vous pourrez trouver quelque chose qui puisse être intéressant, soit pour des échanges ou pour être partenaire pour faire un don, ou mieux connaître déjà les ressources des organismes qui sont autour de chez vous pour pouvoir les partager à vos équipes en interne. D'autres qui rentrent, ça rentre, j'aime ça. Oui, Donc, les balados des histoires qui résonnent de l'appui, c'est vraiment un bon moyen pour favoriser l'autoreconnaissance. Ils sont vraiment super intéressants. Il y a une nouvelle saison là, qui va être lancée sous peu, là, donc beaucoup de contenu si ça vous intéresse, même aussi les partager aux employés, ça peut être vraiment intéressant là, pour les sensibiliser à la diversité aussi des réalités de proche aidance. On sait voir le vécu des gens, c'est toujours quelque chose qui touche beaucoup. Donc, ça peut être un beau moyen. mais moi, juste la vidéo de tantôt, ça m'a amené la larme à l'œil. Je fais, oh, oh, tout. Fait que, oui, c'est ça. Des fois, il n'y a rien comme l'entendre vraiment, Oui, quelqu'un de vrai qui nous raconte son histoire, ça nous fait vraiment mieux comprendre cette réalité-là. oui, les enjeux nous touchent droit au cœur dans ce temps-là. Nous, je vois l'heure qu'on a débordé un petit peu, donc merci beaucoup merci Marc-Claude pour d'avoir été avec nous ce midi, puis à tout le monde aussi, les participants. Donc, si en tout temps vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous revenir. Je mettrai les coordonnées de Maude, mais aussi de l'Observatoire des tout-petits si jamais vous voulez creuser certaines choses. Donc, n'hésitez pas à nous revenir. Puis merci d'avoir été avec nous ce midi. Donc, vous recevrez un petit courriel avec tout ça. Puis en tout temps, n'hésitez pas à nous revenir si vous voulez creuser certaines choses. On sera là pour vous répondre avec grand plaisir.
Bonne Merci. journée à tous. Merci.